Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme Questions égyptiennes. Et nous allons aujourd'hui parler de la construction en Égypte et du système de bâtiments avec Monsieur Mohamed Abdelraouf, l'ingénieur Mohamed Abdelraouf, membre administratif de la Fédération égyptienne de la construction et du bâtiment. Mais dans le cadre de la première réunion mensuelle de la conférence nationale pour la jeunesse et lors de la séance consacrée à la réforme du système éducatif, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'amélioration du système éducatif n'était pas liée seulement à la pédagogie ou la science, mais relevait du rôle des autres institutions de l'État. Dr Mohamed Mokhtar Goma, ministre de Waqf, a accordé cette interview à notre envoyé spécial Omni Al-Hamzaoui et nous allons le voir ensemble. Mokhtar Goma, bienvenue sur NAL TV International. Monsieur le ministre et le docteur, le président a parlé de l'importance de reformuler la personnalité égyptienne. Cette importance s'agit du côté de l'enseignement ou de politique. Monsieur le président a une vision profonde basée en ce qui concerne la base sur laquelle on doit reformuler la personnalité égyptienne et sur laquelle on va reformuler la conscience. C'est une opération intégrale, que ce soit pour le discours religieux. Il faut que les églises et les mosquées adressent un discours conscient pour améliorer les éthiques et les mœurs. Il faut aussi que les écoles, depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'enseignement universitaire, il faut aussi que les médias assument leur rôle. Il faut aussi que les centres de jeunesse assument leur rôle. Donc, c'est une opération intégrale. En effet, le président a souligné et a parlé des propos très importants parce que dans certaines populations, on peut trouver des gens qui ont acquis un haut niveau d'enseignement, mais qui n'ont pas un haut niveau de conscience religieuse. On trouve aussi que parmi les extrémistes, il y en a qui ont acquis un haut niveau d'enseignement supérieur. Donc la conscience, c'est la conscience des mœurs, la conscience de la patrie. Donc nous avons besoin de reformuler l'être humain, une reconstruction. Pour cela, le président a accordé l'importance de tous les côtés, que ce soit le côté d'enseignement ou le côté religieux ou pour enlever pendant la conférence nationale sur les jeunes. La conférence a abouti à plusieurs recommandations, dont la plus importante est l'importance du discours religieux. Quel est le rôle du ministère des Waqf dans la sensibilisation de la conscience des jeunes? Après la conférence, on a mené 3 rencontres en coordination avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec la présence de l'Église et de l'Azhar et avec un nombre de jeunes. Et il y a eu beaucoup de dialogues et avec la volonté de Dieu, la rencontre suivante, et on va présenter une vision intégrale. Et le jeudi, on va organiser la première rencontre du comité scientifique annoncé par le président lors de la célébration du Mouled al-Nabi. Ce comité va comprendre beaucoup de scientifiques et des savants. Nous allons parler sur ma dernière question. Quel est le nombre de jeunes qui ont participé à ces activités il y avait dans chaque rencontre dans le ministère de la Jeunesse près de 500 jeunes, garçons et filles, et il y avait plusieurs rencontres à Al-Azhar et Sharif, en plus de rencontres dans les directions d'Awqaf, dans les différents gouvernorats. Donc on peut dire que peut-être plus de 10 000 jeunes jusqu'ici au moins ont participé
rencontre. Et avec la volonté de Dieu, nous allons prolonger ces rencontres et on va présenter une vision élargie. Merci, Monsieur le ministre de Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Goma. La première réunion mensuelle de la conférence nationale pour la jeunesse a débuté aujourd'hui sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et notre envoyé spécial Omneya Hamzaoui se trouve sur place. Bonsoir Omneya. Omneya, bonsoir. Omneya, tu m'entends? Omneya, tu m'entends ou non? Allô, Omneya? Omneya, tu es avec nous? Ok, pardon. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence, le ministre des Finances, Dr Amr Garhi, qui va nous parler en anglais. Je vais faire une traduction spontanée. Good evening, sir. Good evening to you. We attended in one of these sessions. We talked about the economic reforms, and a lot of questions were regarding how the Egyptian citizen can bear all this, bearing in mind that he's talking about very few things concerning his daily life. For sure, economic reform actions results in possibly price increases. Okay, but we need to know the history of this. The history of this is that there has been too many actions that have taken place and resulted in expanding the budget deficit a great deal. Actions that were not taken, like things to deal with fuel subsidy and oil product subsidy, movement on the currency, all these things, and the expansion of the monetary policy, I mean the supply of money in the market to fund the salary increases and the pension increases, have created a lot of money supply in the market, and at the same time with the exchange rate at a level much stronger than its real level in the last 6-7 years, have resulted in untrue story of people believing that the prices are the right level of prices, while in fact we were delaying problems, or important action were not taken that have really delayed the problem to the level that we had to deal eventually with these issues. Donc, Son Excellence, je lui demandais la question concernant les réformes économiques qui sont entreprises par le gouvernement égyptien pendant cette année, surtout avec l'arrivée de ces réformes économiques, et on parlait aussi que c'était le citoyen égyptien, le simple citoyen qui payait plutôt le prix plus, le simple citoyen qui qui souffre assez de pauvreté, un taux de pauvreté. Donc, Son Excellence affirmait qu'il fallait qu'on fasse ces réformes économiques, notamment avec le changement du taux de la monnaie, avec les subventions qui existent. Beaucoup d'autres réformes en détail dont nous allons nous parler, mais nous n'allons pas déranger Son Excellence pour une deuxième question concernant comment voit-il aujourd'hui la jeunesse, ou dans le cadre de la conférence annuelle de la jeunesse qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh en octobre 2016. Aujourd'hui, c'est le premier dialogue, la première session de dialogue. Aujourd'hui, les jeunes, comment voient-ils le début de ces réformes économiques? Excellency, my second and last question, I was asking about, we talk, today's dialogue session with the youth, which is the main priority for President Abdel Fattah el-Sisi, and inside of this session, President Sisi said that we should bear in mind that we have to pay a lot to have these economic reforms, and we have as well to bear in mind that Egypt has a lot of ongoing reforms, and it's not going to be before many years. How can youth today, inside of the session, can understand or could have understood all this? Look, it's all done for the youth.
what we're doing now is for the youth. We're a very young country with a very favorable demography in terms of age brackets, okay? So Egypt as a country has a massive potential in terms of opportunity for growth. Basically, it's a very diversified economy. We've been put by one of the very important investment banks in the world among a group called N11, or the next 11. Egypt is one of those countries. Those 11 countries will be responsible for the growth in the global economy in the coming 30 years that can create more than 40 to 50% of the growth in the world economy. So with this kind of economic reform action, it is really addressing the youth. Remember one thing, that we have a high unemployment rate. If we continue without economic reform action, we'll not be able to reduce this unemployment rate, and it can go up. Remember one thing, we have like 700 to 800,000 people coming to the labor market every year. In 10 years time, this will be more than 1 million. If we do not take the right action, and if we do not put the track, those young people, those young boys and girls that are coming out to the labor market will not find the decent job that we want them to find. Just staying as we are trying just to delay the problem that we are facing, the youth will pay this in the future. What we want to do, what we need to do, is to address this early on, not to have it delayed and waiting for a very long time without really addressing this in the due course. In some files we have waited for 15 years, in other files we have waited for 30 and 40 years, and after the revolution, the revolution aftermath have resulted in very difficult situation on too many fronts. So what we're doing today is done to address very important issues for the youth. And briefly, Excellency, what do you think about any proposals that have been presented today by the youth inside of? By? The young people inside in this look, some of the ideas are very well in terms of small ideas, and some others are addressing like a global industry or something very big, something which is basically the government work on that, okay, and when you discuss something like this, it is maybe too big to address. I like the idea of Murur Cairo. I like the other ideas of some other ideas that have been presented, and they were really good. But when we go in a very expanded way, it is so big. Okay. Thank you so much. You're very welcome. Thank you so much. Thank you. Donc, nous avons eu le plaisir d'interviewer Son Excellence le ministre des Finances dans sa dernière question, qui nous a parlé plutôt de l'indispensabilité de ces réformes économiques qui tombent surtout sur le citoyen égyptien, mais il a affirmé que c'était aussi pour la future génération des jeunes qui pour eux ont été organisés la première conférence annuelle de Sharm el-Sheikh, et aujourd'hui il a affirmé également que nous avons passé en Égypte plus de 30 ans et parfois plus de 50 ans, et depuis même la dernière évolution, depuis de plusieurs années, avec une crise économique. C'était le temps aujourd'hui de faire face à cette crise avec ces nouvelles réformes économiques. Et une deuxième et dernière question que je lui avais demandé concernant les présentations et les propositions qui ont été données aujourd'hui, présentées par les jeunes qui participent à cette session qui est surtout consacrée cet après-midi à la réforme économique. Il avait affirmé qu'il avait vu plusieurs présentations assez acceptables, et surtout une des présentations qui parle qu'il s'agit d'une proposition concernant le trafic en Égypte à travers le site de l'Internet, et il est très optimiste quant aux autres propositions des autres jeunes, toujours dans le cadre de cette première session de dialogue mensuel qui est organisée par la présidence et sous les auspices du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Merci Ilham, et pardon d'avoir été assez longue. Merci. Nous vous remercions infiniment, notre collègue, notre envoyé spécial. Je ne sais pas si tu m'entends pas. Oui, je t'entends. Merci beaucoup, Omer Hamzaoui, notre envoyé spécial qui a assisté à la conférence nationale pour la jeunesse. Et nous allons continuer notre programme de questions égyptiennes avec l'ingénieur Mohamed Abdelraouf qui va nous parler de la construction en Égypte. Bonsoir. أهلا بحضرتك. Je vais dire la question en français et puis je vais la traduire.
le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré de nouvelles installations dans plusieurs villes et gouvernorats du pays. El-Sisi a demandé au gouvernement d'en finir avec le problème des zones sauvages dans un délai de 2 ans, en assurant que l'État ne peut pas laisser les citoyens vivre dans les bidonvilles. Quelle est la capacité de ces nouvelles installations? حضرتك الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح قبل كده انه ما يقدرش يسيب المواطن البسيط او الحكومه تسيبه في المناطق العشوائيه يعاني من هذه المنطقه العشوائيه، وافتتح عده مدن جديده وطلب من الحكومه انهم ينتهوا من العمل فيها بالاكثر في خلال 2 سنين من بدء التنفيذ. يا ترى المدن الجديده دي هتستوعب قد ايه؟ قدرتها لاستيعاب المصريين اللي هم ساكنين في المساكن العشوائيه هتكون قد ايه؟ Premièrement, il faut savoir que le problème des zones sauvages est un grand problème dont on souffre depuis les années 70. Elle se concentre autour du Caire. Il y a beaucoup de bidonvilles. Et ils sont près de 20 zones sauvages. C'est une ceinture qui contrevient à la loi et on la trouve dans plusieurs zones. Il y a des zones à grand danger et des zones à danger moyen. À grand danger comme la zone d'Al-Asmarat, le quartier d'Al-Asmarat que le président a inauguré, et c'était appelé avant Al-Douéa, qu'elle se situait sur le flanc d'une montagne. On a construit donc l'Al-Asmarat que le président a inauguré. Et maintenant, elle comprend 11 000 unités. Mais le problème qu'on a un grand nombre de zones sauvages, donc il faut beaucoup de temps parce qu'il y a des grands chiffres. Aussi, il y a Alexandrie, il y a une zone sauvage qui a été transférée vers une nouvelle installation. Si on avance dans ce chemin, on ne peut pas immédiatement mettre fin aux zones sauvages, mais il faut d'abord arrêter la construction des zones sauvages et remédier dans les anciennes zones qui a besoin de grandes sommes d'argent parce que pour vider une zone, par exemple la zone, le triangle de Maspero, c'est une zone sauvage. Il y a 10 ans qu'on est en train de la vivre. Et pour dégager les gens qui habitent dans cette zone. Les circonstances économiques sont très difficiles à cause des accumulations des années, mais tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'éviter que le problème s'aggrave à travers l'élargissement des installations pour le moyen revenu et le bas revenu. Selon le ministère du Logement, 850 000 familles, soit 4 millions de personnes, vivent dans 351 zones sauvages en Égypte, privées d'électricité, d'eau potable et de systèmes d'égout. Le président a promis de débloquer 4 milliards de livres égyptiennes du fonds Vive l'Égypte pour le réaménagement de ces zones. Quel est le pourcentage de ces installations achevées dans le cadre du plan prévu? وزير الإسكان صرح بأن 850 ألف عائلة سواء 4 مليون شخص عايشين في 35 ألف وحدة سكنية، يعني في منطقة وحدة في المناطق العشوائية. أوكي، والمناطق دي ما فيهاش مية نقية ولا كهرباء ولا أي حاجة صحية مظبوطة معمولة بالشكل المظبوط. فرئيس السيسي كان وعد ب 14 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر علشان نحل مشكلة المناطق العشوائية. بالنسبة للمدن اللي تم بنائها وكده، الوحدات الجديدة اللي اتبنت اللي خلصت خلاص في البناء تعد قد ايه؟ نسبتها قد ايه بالنسبة للخطة العامة بتاعت كل المناطق الجديدة؟ يعني اللي تم تسليمه حاليا يقدر تقريبا، مش بالارقام بس، يعني في حدود مثلا 10% 50% بالتقريب كده
قد ايه بالنسبه للخطه العامه بتاعت الدوله علشان تبني مدن جديده وتحلها محل المساكن العشوائيه؟ اولا مشكله المساكن العشوائيه Le problème des zones sauvages, ce n'est pas seulement le problème d'installation, mais c'est un problème social et des problèmes de toutes sortes. Par exemple, sécuritaire, s'il y a un incendie, il est difficile d'y arriver. Ces zones sont des zones à grand danger. Il faut différencier entre deux choses. Il y a les campagnes les plus pauvres qui sont privés d'eau et d'électricité. Ce sont des gens qui vivent dans des zones éloignées à Sohag, des zones privées d'électricité et d'eau. Mais les villes à grand danger autour d'Alexandrie et du Caire et autour des capitales, des gouvernements, c'est là où réside le problème, car le problème social de ces villes est plus grand. Comme j'ai dit, il y a un nouveau genre de crime qui émerge. L'État doit avoir un plan, mais on aura besoin de beaucoup de temps. C'est un héritage très difficile. Si on arrive à terminer 10%, ce sera un bon pourcentage. Il y a 5 millions de personnes qui vivent depuis Al-Haram jusqu'à la route circulaire. C'est un chiffre très difficile. C'est à part des autres zones où il y a... Mais maintenant, nous avons défini le problème, mais pour la solution, on aura besoin de beaucoup de fonds parce que nous construisons ces installations sans en échange de rien. Ceux qui ont habité à Al-Asmarat n'ont rien payé. Donc c'est un grand fardeau sur l'État. Et ce sera aussi un problème en résoudant. Mais j'espère qu'on y parviendra aussi, Inch'Allah, dans l'avenir. Comment le gouvernement pourrait-il contrôler les bâtiments contrevenant à la loi ou ceux non conformes aux spécifications? ازاي حضرتك الحكومه بتقدر تواجه المباني اللي مبنيه مخالفه للقانون او غير مطابقه للمواصفات في حالتين؟ فازاي الحكومه تقدر تسيطر على المباني دي؟ اعتقد ان هي دلوقتي حاليا maintenant ces zones ne sont pas contrôlées parce qu'il y a des personnes qui habitent déjà et elles représentent un grand danger sur les gens qui y habitent, puisque l'établissement ou le logement est construit et les gens se sont installés, il sera difficile de les dégager. Mais si l'État arrive à arrêter la progression des villes, des nouvelles zones, ce sera un accomplissement. Parce que l'augmentation des zones sauvages n'a pas arrêté. Ils sont en élargissement. La moindre protection n'existait pas dans ces zones. Et les crimes qui se commettent dans ces zones sont des crimes très graves. Et on ne peut pas, vous ne pouvez pas imaginer comment les gens vivent dans ces zones qui causent beaucoup de problèmes sociaux, plus graves que les problèmes économiques. Est-ce que la beauté de l'architecture des bâtiments construits auparavant sera-t-elle disponible dans les nouvelles régions؟ هل حضرتك تعتقد ان الجمال بتاع المباني المبنيه قديما زي ما كنا بنشوفها بالجمال بتاعها الطراز فني ليه فيها فن فيها ذوق عالي، هل المباني اللي هتنشأ في المدن الجديده هتتمتع برضو بقدر من هذا الجمال؟
Oui, je crois que ce sera le cas parce que les bâtiments du centre-ville, lorsqu'en se promenant dans les rues du centre-ville ou le vieil Paris, et ceux qui ont construit Paris et Londres, ce sont les mêmes ingénieurs et constructeurs et maçons qui ont construit cette partie du Caire. Nous n'arrivons pas à bien protéger ce grand trésor architectural. Ce sont des bâtiments qui ont été construits par des ingénieurs européens. Maintenant, les besoins du citoyen ont changé. Le citoyen. Je m'excuse de couper votre parole, mais nous allons nous soumettre tout de suite à une retransmission directe pour voir ce qui se passe à la conférence nationale pour la jeunesse lors de la conférence consacrée à la jeunesse.